Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver. School TV Le Mac, 30 minutes consacrées à l'éducation de vos enfants. À chaque fois une thématique forte, vous le savez. Initiative sur le plan local et ou national, c'est avec Alix Nguyen. Alix, salut. On est bien ou pas? Parfait. On y va pour le sommaire de cette émission. Gros blanc, aujourd'hui, gros plan sur une communauté éducative pour le moins en colère. À Clermont-Ferrand, les enseignants du collège Gérard Philippe réclament le classement de leur établissement au réseau d'éducation prioritaire renforcé. Initiative soutenue par la ville et par Marianne Maximi, madame la députée qui sera notre invitée. Elle a aussi participé aux travaux de la commission parlementaire, et bien notamment sur les manquements des politiques publiques de protection de l'enfance. Quelles préconisations? Comment mieux protéger les mineurs? Élément de réponse là aussi avec madame la députée dans un instant. Il y aura une loupe, bien évidemment, c'est avec Alix. Oui, et je vous parle de Repère, une initiative qui donne la parole et le pouvoir d'agir aux jeunes sortis de la protection de l'enfance. On voit ça dans 15 minutes. On y va. Bonjour Madame la députée. Bonjour. Marianne Maximi, députée de la première circonscription du Puy-de-Dôme, ancienne éducatrice spécialisée, je dis ancienne mais on l'est toujours un petit peu j'imagine. Toujours, bien sûr. Toujours un petit peu, en protection de l'enfance et également maman de 2 enfants. Exactement. On peut effectivement le préciser. Éducatrice spécialisée en protection de l'enfance, je vous le disais, j'imagine que c'est plus qu'un travail, c'est une véritable vocation. On est toujours encore un petit peu. C'est un véritable engagement, en lien avec aussi ce que je pense et ce que je continue à faire en politique en tant que parlementaire. Mais oui, c'est un choix. C'est le trait d'union, c'est l'engagement, toujours. Ah, complètement. Oui. Ouais. Vous avez écrit donc à Madame Borne, ministre de l'Éducation nationale, pour témoigner de la situation, on le disait en introduction, de ce collège Gérard Philippe, ça se trouve à Clermont-Ferrand, qui demande d'être intégré en REP+. Qu'est-ce qui se passe là-bas et on en est où? Alors, qu'est-ce qui se passe là-bas? C'est un collège qui est en souffrance depuis de nombreuses années. Ça date c'est pas nouveau. Non, ça fait depuis 2014 que cette revendication a émergé. Il faut savoir que c'est le collège hors REP+, qui a l'indice de position sociale le plus faible de France, qui en fait, si on veut simplifier, le collège le plus pauvre de France, avec une équipe éducative qui tient bon, mais qui s'épuise, qui est en grande souffrance aujourd'hui, que je suis allée rencontrer moi à Clermont-Ferrand dans le collège. J'ai rencontré aussi l'équipe de direction de l'établissement. La ville soutient aussi, j'ai vu. Le maire de Clermont, à ma suite, a écrit aussi à la ministre. Hier, j'ai croisé Madame Borne à l'Assemblée. Je lui ai remis aussi en main propre mon courrier pour essayer d'accélérer les choses. La demande de l'équipe... Elle était au courant? Elle semblait au courant qu'il y a des demandes de révision du réseau REP+, mais pas si au courant de la situation spécifique de Clermont-Ferrand, et qui est... Je dis spécifique, mais il y a d'autres collèges en souffrance en France. Et puis l'école, en général, l'éducation nationale est en souffrance aussi, pas que dans les endroits où l'indice de position sociale est faible, mais ça on pourra y revenir. En tout cas, ce que demandent les équipes là-bas, c'est plus de moyens pour donner plus de chance aux élèves. Parce qu'il s'agit de ça, en fait. Il s'agit de faire en sorte que les élèves qui sont scolarisés dans ce secteur de Clermont-Ferrand puissent avoir les mêmes chances que d'autres élèves scolarisés dans d'autres secteurs. Et ce qu'ils alertent aussi, et il n'y a pas que eux, parce qu'il y a aussi les équipes des écoles primaires du secteur qui sont aussi mobilisés, les directeurs et directrices d'école qui participent aussi à cette mobilisation parce que ce qu'ils observent depuis plusieurs années avec une accélération cette dernière année, c'est l'évitement de l'école publique qui commence de plus en plus tôt. Et donc ça a des conséquences pas que sur le collège mais aussi donc, sur le concrètement le les parents c'est-à-dire les parents qui ont les moyens, les écoles et les mettre dans les privés. Des moyens. Maintenant c'est aussi des parents qui vont se saigner pour pouvoir payer l'école. Pour faire le sacrifice. Pour évidemment on peut entendre quand en tant que parent on veut souhaiter le meilleur. Mais aujourd'hui, la puissance publique, elle est absente pour donner le meilleur aux enfants. Et donc, ça donne des écoles primaires clermontoises dans ce secteur qui perdent des élèves beaucoup plus tôt qu'avant. Avant, c'était plus en CM2. Aujourd'hui, ça commence en C2, CM1, parce que les écoles privées font un peu la loi. Et donc, pour scolariser les enfants au collège, ils demandent qu'ils soient scolarisés en fait dès la primaire. Donc, on a vraiment une bataille pour l'école publique qui se joue là à Clermont-Ferrand. Et plus généralement, pour toute une jeunesse dans les quartiers populaires qui se retrouve en fait reléguée, discriminés et qui manquent de perspectives. Et ça, c'est inacceptable. Ils se sont mis en grève à plusieurs reprises déjà. Alors là, oui, cette année, il y a eu 3 grandes journées de mobilisation, plus de 80% de grévistes au niveau de l'équipe large, pas que éducative, aussi des personnels, parce qu'on parle souvent des professeurs et c'est bien normal, mais il y a aussi tous les agents, tous ceux qui travaillent en administratif, à la cantine, qui sont mobilisés parce qu'ils voient de leurs yeux, en fait, les difficultés que rencontrent ces élèves en termes de taux de pauvreté qui augmente, des enfants qui n'ont pas suffisamment accès à une alimentation de qualité. Donc l'équipe est mobilisée dans toutes ses composantes. Mais aujourd'hui, on manque de réponses des pouvoirs publics et du gouvernement notamment. Et c'est pour ça que moi, j'ai alerté, que je soutiens évidemment les grèves et les mobilisations et que j'espère que Madame Borne va se saisir rapidement. Comment ça peut se débloquer? Parce qu'on a l'impression que c'est... Bon, alors si, c'est toujours une question de moyens, et bien évidemment.
On a l'impression que là, il y a véritablement urgence. Et ça ne date pas d'aujourd'hui, ça date de 2014. C'est ça, mais en fait, il faut revoir complètement les classements REP+, et le réseau tel qu'il est fait aujourd'hui. La Cour des comptes le dit aussi, c'est pas que nous aujourd'hui. Il faut revoir cette carte-là. Mais il faut aussi, plus largement, arrêter les coupes budgétaires dans les ministères. Arrêter par exemple, cette année, il y a eu 700 millions de coupes par décret sur le ministère de l'Éducation nationale. Ça représente 20 000 profs si on calcule. Alors, c'est pas ça qui est supprimé, mais c'est pour donner une échelle. Et donc, on ne peut pas faire mieux avec moins. Et ça, c'est plus possible. Et l'éducation, on le dit, aujourd'hui, si on se compare aux autres pays européens, on se rend bien compte que le nombre d'élèves par prof, on est très bas dans le classement, que le salaire, même de la rémunération des enseignants, on n'est pas bon par rapport aux autres pays européens. Donc, on se compare souvent sur, par exemple, pour retirer des droits aux gens, réformer la retraite, en nous disant, regardez, on travaille plus. Mais là où ça se passe mieux, on ne se compare pas. Et moi, ça m'agace fortement parce qu'il s'agit de l'avenir des enfants de notre pays. Et moi, je ne suis pas d'accord qu'on laisse par l'école augmenter les discriminations, les inégalités sociales. Et vous évoquez aussi une montée des violences dans et autour de l'établissement. Bien sûr. De quelle violence parle-t-on ? Alors, il y a des incidents, des rapports d'incidents, des conseils de discipline qui augmentent parce que aujourd'hui, le déclassement, il est vécu aussi par les élèves. On a aussi des phénomènes, comme dans plein de grandes villes, de trafic de drogue qui s'approchent évidemment des établissements scolaires. Les points de deal sont souvent situés à côté des écoles et on n'échappe pas à ça à Clermont-Ferrand. C'est pas que dans ce quartier, mais évidemment, l'école doit être ce sanctuaire où les élèves sont protégés et on se rend bien compte qu'aujourd'hui ce n'est plus le cas. Il y a eu évidemment en France, c'est de la semaine dernière, un fait dramatique de l'assassinat d'une AED. Mais tout ça, c'est ce qu'on observe dans plein d'endroits. Mais la réponse qui est faite aujourd'hui par le ministère, par le gouvernement, c'est toujours une réponse qui arrive après les actes. Moi, ce que je demande et ce que nous demandons à plusieurs voix, évidemment, c'est la prévention. C'est remettre des moyens aussi de prévention, à la fois pour prévenir des violences, mais prévenir aussi les difficultés sociales, prévenir les violences faites aux enfants dans le cadre familial. Et on se rend compte aujourd'hui qu'il n'y a plus d'assistantes sociales dans les établissements, il n'y a plus d'infirmières scolaires, il n'y a plus de médecins scolaires, que la santé mentale des jeunes est l'angle mort, alors qu'on a eu des grandes annonces, mais aucun fait, aucun dispositif nouveau. Et après, on s'étonne que tout ça ait un cocktail qui est assez explosif. Il faut remettre de l'humain, il faut remettre des moyens humains. C'est pas des portiques dont on a besoin d'humains pour faire en sorte que les jeunes aillent mieux et que l'école soit un lieu où ils puissent apprendre et se sortir des conflits extérieurs. Comment vous la sentez justement, Madame la députée, la communauté éducative de cet établissement Gérard Philippe à Clermont-Ferrand? Ils ne comptent pas leurs heures, effectivement, pour l'aide aux devoirs, pour les bourses. Moi, j'ai rencontré pour l'accompagnement, la parentalité. Voilà, qui fait en fait ce que devraient faire d'autres métiers, mais qui le fait parce qu'elle est engagée, parce qu'elle croit aussi en sa mission, parce qu'elle croit en l'avenir de ces jeunes. Mais je sens une équipe complètement épuisée, qui est complètement démunie maintenant, parce que quand on a fait tenir à bout de bras, non, en tout cas pas que je sache, mais on sent qu'il y a une grande souffrance et faire tenir comme ça sur cette énergie, c'est une équipe qui est soudée, heureusement, mais on ne peut pas demander aux gens de dépasser tout le temps leur mission, leur temps de travail, et surtout il y a une perte de sens en fait. Quand on est là pour enseigner et qu'on se retrouve à gérer la question sociale de plus en plus, évidemment c'est pas nos missions premières. Alors on le fait parce que c'est ce qu'ils nous disent, parce que c'est face à nous et qu'il faut le faire, mais il y a un moment, c'est pas tenable. Et là, c'est ce qu'ils disent avec leur mobilisation, avec cette très grosse mobilisation, c'est qu'ils ne peuvent plus tenir. Mais donc, qu'est-ce qu'il faut revoir en priorité dans les critères d'attribution des REP+? Par exemple, là, moi, ce que je dis, c'est que l'indice de position sociale était normalement l'indice qui est pris pour calculer. Là, nous sommes le plus faible de France hors REP+. Bon, est-ce qu'on se satisfait de ça? Est-ce qu'on se dit, voilà, la REP+, elle est comme ça et ça ne bougera pas? Ou alors, on se dit, voilà, il y a des écoles, des collèges qui se dégradent et des écoles. Et est-ce qu'on actualise tout ça? Moi, je suis pour qu'on actualise et qu'on fasse d'urgence entrer ces
collèges-là, parce que je pense que ce n'est pas le seul. Après, faut pas, moi je suis pas naïve non plus sur le fait que ça ne réglera pas tout. C'est ça, le classement aurait plus demain ne va pas tout régler. Bien sûr, mais ça signifierait notamment dédoublement de classe, c'est ça? Ça signifierait notamment en primaire, donc une stabilisation aussi pour la primaire qui souffre beaucoup, enfin les différentes écoles primaires du secteur. Ça, c'est une meilleure reconnaissance aussi pour les enseignants de ce qu'ils font au quotidien, des difficultés qu'ils ont face à eux, qu'elles soient salariales, mais aussi dans la mobilité, parce qu'en fait, ils font un travail de REP+, sans être reconnus. Et donc c'est ça qui est aussi insupportable pour eux. Donc personne ne dit que ça sera miraculeux, mais il y a besoin de moyens supplémentaires, il y a besoin d'aider ces jeunes, parce qu'il s'agit quand même au fond de ça, et ça c'est aussi ce que dit l'équipe éducative. C'est pas une bataille corporatiste d'enseignants, c'est une bataille pour le sens de l'éducation et de qu'est-ce qu'on veut préparer comme avenir à toute une partie de la jeunesse qui vit déjà une forme de discrimination assez structurelle dans la société, les quartiers populaires, ceux qui habitent à côté, et qui en plus à l'école voient cette discrimination se reproduire, pas du fait de leurs enseignants, mais du fait du manque de moyens et du fait qu'on évite, et effectivement on dit ceux qui ont les moyens, mais c'est même maintenant il y a des familles très populaires qui vont faire le choix de se mettre en difficulté financière pour pouvoir payer l'enseignement privé, pour donner de meilleures chances à leurs enfants. Et moi, je ne suis pas là pour critiquer ce choix-là, mais par contre, je suis là pour dire que l'État, la puissance publique, elle doit proposer les meilleures chances à tous les enfants dans l'école privée. Et aujourd'hui, en l'État, quel est, pour prendre la température, quel est le climat scolaire dans cet établissement spécifiquement ? Alors, c'est décrit qu'avec des tensions, effectivement, ça c'est pas... Enfin, moi j'ai d'autres établissements là qui sont mobilisés cette semaine aussi pour des faits de tensions, de violence. Donc c'est pas que dans ces établissements-là spécifiques. On sent qu'on a des tensions et qu'on n'a pas les outils pour y répondre. Moi, ce que je vois aujourd'hui, c'est que la réponse, c'est la répression. On pourra en parler après, et pas la prévention. C'est pas... Enfin, quand je dis il faut remettre des moyens humains, il faut des humains en fait. Pour parler à des humains, il faut des humains. Oui, parce que qu'est-ce que vous entendez par prévention exactement ? Par exemple, on a aujourd'hui un manque de personnes qui sont là pour accompagner la souffrance des jeunes. Et pourtant, on sait, tout le monde s'accorde à dire que depuis le Covid, la santé mentale des jeunes s'est dégradée fortement. Et à côté de ça, on n'a aucune réponse de dispositifs qui se mettent en place. On n'a pas plus d'infirmières scolaires, on n'a pas plus d'assistants de service social, on n'a pas plus de médecins scolaires, on n'a pas de psychologues scolaires. Et on a besoin de ça. On parle beaucoup du trafic de drogue, en disant, bon, il faut réprimer encore plus la question, évidemment, du trafic de drogue. Sauf que il y a des programmes de prévention entiers qui ont disparu suite aux coupes budgétaires dans différentes régions. Des programmes de prévention calés dans les établissements scolaires. Vous voyez bien que c'est complètement incohérent avec à la fois les effets d'annonce et concrètement ce qui se met en place dans les établissements scolaires. Avoir par exemple des personnes qui font de la prévention, dont c'est le métier, pour parler des risques des réseaux sociaux, pour parler des risques des consommations, des conduites addictives, de l'égalité de genre. Enfin voilà, vous voyez tout ce que... des gens qui viendraient aussi en support aux enseignants pour parler aux jeunes. Tout ça est en train de disparaître et fortement affaibli, que ce soit par les coupes budgétaires nationales, mais aussi régionales, voire départementales dans certains départements. Madame la députée, est-ce que vous êtes inquiète de ce qu'a dit encore assez récemment la Cour des comptes concernant justement les inégalités scolaires? Je crois que vous l'avez évoqué tout à l'heure. Oui, je l'ai évoqué, ce rapport qui dit qu'il y a... en fait, ça ne fonctionne pas. Et on voit bien, il suffit d'aller sur le terrain pour se rendre compte aujourd'hui que... au lieu de corriger ces inégalités-là, c'est-à-dire d'avoir des dispositifs adaptés en fonction des besoins, on a le contraire. Et ça, c'est, je le redis, en tant que parlementaire, assez insupportable pour moi de se dire que la puissance publique vise aujourd'hui à creuser ces inégalités, à les augmenter. Enfin, c'est l'inverse de ce que devrait faire une politique publique. Et là, on a vraiment... Avec une accélération, vous avez le sentiment ces derniers mois, ces dernières semaines ? En tout cas, c'est ce qui est décrit par les équipes, c'est ce qui est décrit par l'actualité. Et c'est pas dire que tout est en train de s'écrouler, parce que je le redis, les professeurs, les enseignants, celles et ceux qui font tenir l'école aujourd'hui ne lâchent pas, et heureusement. Mais ce n'est pas grâce aux budgets qui sont alloués, parce qu'ils sont en baisse, et ça, c'est pas normal. Alors, on nous dit à moins d'élèves, mais est-ce que ça serait pas le moment, justement, pour se dire, nous avons un moment où on pourrait renforcer l'école. Justement parce qu'il y a des baisses d'effectifs dans certains endroits, profitons-en pour faire en sorte que les effectifs soient moins hauts, qu'on ait des professeurs devant chaque classe, qu'on puisse étudier en petits groupes, qu'on puisse vraiment remettre des dispositifs qui sont adaptés aujourd'hui aux jeunes qu'on a besoin, et il y a des besoins dans tous les établissements. Et au contraire de ça, on se dit, il y a une baisse d'effectifs, donc on baisse. Bon, pour moi, c'est pas le bon moment, et ça manque de volonté, en fait, ça manque d'ambition, et nous,
Enfin, en tout cas, pourtant, c'est un sujet qui fait consensus, j'imagine. C'est un sujet qui fait consensus, qui l'école, tout le monde. Il faut dire que ça va pas. Pour l'école, mais regardez les budgets, il y a des décrets. À gauche comme à droite, tout le monde est d'accord là-dessus. Oui, mais en même temps, on est en pleine cure d'austérité. 700 millions. Ouais. Voilà. Et on nous annonce 40 milliards d'économies pour le budget l'année prochaine. Et l'école ne sera pas épargnée. Si quelqu'un pense ici qu'on va épargner l'école, je peux vous dire que non, parce que par expérience, moi je suis aussi à la commission des finances de l'Assemblée nationale, l'éducation nationale perd aussi des budgets tous les ans. Madame la ministre, pas encore. Non. Madame la députée, vous avez participé aux travaux de la commission parlementaire sur les manquements des politiques publiques de protection de l'enfance. Le 11 mars, précisément, vous avez déposé une proposition de loi pour interdire toute dérogation à l'interdiction du placement d'enfants en hôtel. Ça en est où ? Alors ça en est que c'est très compliqué aujourd'hui, vu la composition de l'Assemblée, de faire passer des textes. En tout cas, je voulais remettre dans le contexte cette proposition de loi. Vous l'avez dit, moi j'étais, avant d'être députée, éducatrice spécialisée en protection de l'enfance, dans la fonction publique hospitalière, donc en accueil d'urgence. Vous en avez gardé quel souvenir ? J'en ai gardé à la fois un métier passionnant, parce que c'est un métier que j'ai choisi, que j'aime, et en même temps beaucoup de souffrance et de perte de sens, beaucoup de colère de ne pas avoir les moyens de protéger ses enfants, de se rendre compte des injonctions paradoxales, et là aussi des manques de moyens, vraiment humains et financiers, pour accompagner celles et ceux que la société ne veut pas voir, parce qu'il y a vraiment quelque chose qu'il faut entendre sur la protection de l'enfance, c'est qu'il y a un véritable mépris pour ces enfants de la part de la société. Des personnes qui vont bien ne se sentent jamais concernées par la protection de l'enfance. Ce ne sont pas vos enfants dont on pourrait parler. Pourtant, ce sont des enfants aujourd'hui qu'on doit protéger, à la fois les départements qui sont chefs de file, mais l'État aussi, parce que c'est la justice qui ordonne des juges. Ce qu'on appelle les mineurs isolés ? Pas que les mineurs isolés, seulement. mais tous les mineurs en fait qui sont en danger, qu'ils soient issus de l'étranger ou qu'ils soient nés ici. Moi, je ne vois aucune différence et les textes ne voient aucune différence. Ce sont des enfants en danger et on doit les protéger. Moi, je suis arrivée à l'Assemblée nationale en me disant j'ai ce bagage-là et j'ai cette colère aussi de professionnel de rentrer chez moi les soirs et de me dire j'ai mal fait mon travail. J'ai mal fait mon travail parce que j'ai pas assez de collègues, parce qu'on a supprimé des postes, parce qu'il y a de plus en plus de besoins. Et donc, je me suis dit il faut que j'arrive à porter ce combat-là à l'Assemblée nationale. Malheureusement, en plus, le contexte et des drames ont participé à accélérer cette prise de conscience. Et là, je fais référence à Lily, 15 ans, qui s'est donné la mort. C'était une jeune fille, une enfant, à 15 ans, on a encore une enfant, qui était prise en charge par l'aide sociale à l'enfance de mon département, du Puy-de-Dôme, et qui était une jeune très en souffrance, avec un parcours de protection depuis très jeune, et qui était hébergée dans un hôtel, parce qu'on n'arrivait plus, apparemment, en tout cas c'est ce que dit le département, donc elle était hébergée dans un hôtel avec pas de professionnels de la protection de l'enfance. Donc livrée à elle-même. Livrée à elle-même, et Lily, c'est pas la première à se donner la mort dans un hôtel. Il y en a eu d'autres avant. Mais quand j'ai appris ça par des collègues à moi, je me suis dit, là, il faut vraiment qu'on en parle à l'Assemblée nationale. Donc j'ai fait une question au gouvernement, parce que Lily, elle n'aurait jamais dû être placée dans cet hôtel, parce que la loi Taquet de 2022 interdisait les placements hôteliers pour les enfants de moins de 16 ans. Sauf que les décrets n'ont jamais été pris. Et ça, c'est inacceptable. Et moi, en travaillant sur ce sujet-là, je me suis rendu compte que les lois qui concernent la protection de l'enfance sont les lois qui mettent le plus de temps à être appliquées. Les décrets d'application n'étaient pas sortis parce qu'il y a une guerre, un peu comme deux parents qui se disputent pour la garde d'un enfant. Là, c'est un peu la guerre entre l'État et les départements, à qui va financer, qui va mettre en place. Ces délais. Mais oui, en tout cas, la commission d'enquête, moi, on a auditionné tous les anciens ministres de l'enfance, et tous ont dit, alors jamais très clairement, c'est ça qui est très agaçant, parce que personne ne dit vraiment la vérité, mais ce qu'on comprend, c'est évidemment que les départements nous disent, on n'a pas les moyens, l'État ne donne pas les moyens, et donc il y a un conflit comme ça, et au milieu, il y a des enfants. Mais il y a des enfants qui meurent, en fait, qui devraient être protégés. Et donc, cette commission d'enquête est née aussi de la mort de Lily. Elle ne va pas tout résoudre, parce que les constats, on les avait. On savait déjà qu'il y avait déjà eu des rapports au Sénat, à l'Assemblée, pour dire que ça n'allait pas. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a quelques semaines, il y a une petite fille de 7 ans qui est décédée en Polynésie française, Aiden, qui était placée dans une famille d'accueil, qui a été maltraitée, martyrisée. Ça continue, et pour l'instant, nous n'avons aucune réponse. Même pire, je n'ai eu aucune réaction de la ministre en charge de la protection de l'enfance, Madame Vautrin, ni de la haute commissaire à l'enfance, Madame Aylaï. C'est peut-être un peu naïf, mais comment est-ce que c'est possible qu'aujourd'hui encore, il y ait des familles d'accueil maltraitantes ? Mais parce qu'il n'y a pas de contrôle, parce qu'il n'y a pas de moyens alloués. Il faut savoir que c'est les départements qui s'autocontrôlent, par exemple. Donc, c'est pas possible d'avoir à la fois ceux qui ont le dispositif et d'exercer le dispositif, le contrôle sur le dispositif. Nous, on demande, par exemple, en urgence, un contrôle renforcé. C'est-à-dire qu'il y a un dispositif indépendant qui contrôle à la fois les foyers, les MEC, les maisons d'enfants, mais aussi les familles d'accueil. Pourquoi c'est possible ? Parce qu'il n'y a pas de réaction. Parce que moi,
au bout de 3 ans de mandat, je me dis, en fait, ces enfants-là, tout le monde s'en fiche. Je le dis très clairement parce que y a de l'émotion. Alors tout le monde va dire oh là là c'est pas normal et en même temps il n'y a aucune réaction. Alors là on nous a peut-être annoncé un projet de loi du gouvernement pour réformer la protection de l'enfance. Alors à la fois c'est une bonne nouvelle, mais le dernier, je rappellerai que la loi Taquet a mis plus de 2 ans et demi avant d'avoir des décrets d'application. Et pendant ce temps-là, les dysfonctionnements continuent et s'accentuent. 3000 enfants dans notre pays ne sont pas protégés. J'explique ça rapidement. C'est qu'il y a des juges des enfants, des magistrats, qui ordonnent des placements parce qu'un enfant est en danger chez ses parents, dans la plupart des cas. On le demande au département de les prendre en charge et les protéger, donc de les mettre à l'abri dans un foyer, dans un centre de l'enfance. Et il y en a 3000 qui ne sont pas pris en charge, qui restent là, dans le lieu de la violence. Enfin, vous vous rendez compte. Et après, on nous parle de l'autorité, du respect de la justice, mais regardez le respect des magistrats spécialisés de l'enfance. Il n'y en a pas. Donc, on a vraiment un phénomène qui s'aggrave, qui s'accentue, et pas de réponse. Et ça, moi, ça me met dans une colère Et donc, selon vous, qu'est-ce qu'il faudrait améliorer dans ce partage de responsabilités entre les départements d'une part? Moi, je fais partie, avec mon groupe politique La France Insoumise, nous, on défend une recentralisation de la protection de l'enfance, de dire que l'État doit reprendre cette place-là. Parce qu'il faut entendre aussi que cette politique est décentralisée, donc elle a la responsabilité des départements depuis les années 80, mais ça donne 101 protections de l'enfance différentes sur le territoire. En fait, il y a des inégalités territoriales qui sont inacceptables. Un enfant placé dans tel département n'aura pas les mêmes chances dans un autre département. Moi, c'est pas comme ça que je conçois notre pays. Et on sait typiquement dans quel département ça peut être on a des listes de départements très défaillants, très dysfonctionnants. Le département du Nord, alors qu'il y a un nombre d'enfants placés qui est très fort, mais avec des placements en hôtel qui ont pu se poursuivre et qui peuvent se poursuivre avec des enfants très jeunes. Mais pourquoi? Parce que faute de moyens, trop d'enfants? Parce que c'est aussi des variables d'ajustement budgétaire. Un département a plusieurs politiques publiques importantes. Évidemment la protection de l'enfance, mais aussi par exemple les EHPAD, mais aussi les routes. Et faut savoir que quand on approche d'élections, c'est plus vendeur pour un président de département de dire regardez, j'ai refait un joli rond-point au bout de votre rue que de dire j'ai mis de l'argent pour financer des services de prévention et tout ça. Donc on a des choix politiques. Et là encore, c'est pas acceptable de se dire que des enfants en danger sont une variable d'ajustement budgétaire dans certains départements. Surtout que là, Marianne Maximi, on a parlé avec Alix et vous des hôtels, mais il y a aussi parfois des colocations sans accompagnement. Il y a des colocations, il y a des campings, des Airbnb, des campings, des bungalows. De mineurs, bien sûr, placés à la protection de l'enfance, à l'aide sociale à l'enfance. On a ces situations. Alors, on a des personnes qui nous alertent, mais c'est difficile de faire un état des lieux. En tout cas, la commission d'enquête a servi à ça. Et on a aussi une forme de privé lucratif qui est en train d'arriver, qui fait de l'argent là-dessus, comme on a eu dans les EHPAD avec Orpea, comme on a eu avec les crèches privées lucratives. On a en protection de l'enfance un business qui est en train de s'installer pour faire du profit. Et avec des conditions d'accueil qui sont complètement inacceptables, dans des Airbnb où on monte un foyer pour enfants en quelques jours sans professionnels diplômés. Vous restez avec nous, Madame la députée, c'est l'heure de la loupe et c'est avec Alix. Alix, on se concentre aujourd'hui sur une initiative qui donne la parole et le pouvoir d'agir aux jeunes sortis de la protection de l'enfance. Et oui, Repère 75, je me suis concentrée sur Paris. C'est avant tout une communauté d'entraide par et pour les jeunes ayant été placés en protection de l'enfance à Paris. Donc l'association a été créée par d'anciens jeunes accompagnés par l'aide sociale à l'enfance. Au-delà de Paris, Repère, c'est quand même un réseau national présent dans plusieurs départements. C'est un véritable lieu ressource où ces jeunes, souvent sans soutien familial, peuvent se retrouver et s'entraider. L'objectif est de leur donner du pouvoir d'agir pour qu'ils soient des acteurs à part entière, capables d'influencer et de transformer les politiques publiques qui les concernent. Repère incarne l'idée que ce sont les premiers concernés qui connaissent le mieux les besoins et les difficultés liées à la protection de l'enfance. On écoute Mamedi Diarra, président de Repère 94. L'origine, en fait, de ce projet associatif, aujourd'hui qui compte plusieurs associations, tient en une recherche en sciences sociales qui portait sur le devenir des jeunes à la majorité, donc à 18 ans et les années qui suivent, en protection de l'enfance. Et cette recherche a eu lieu de 2012 à 2015. Elle a été menée et initiée par une équipe d'enseignantes-chercheurs de l'université Paris-Est Créteil, dans le Val-de-Marne. Et d'ailleurs, dès 2014, nous avons créé effectivement la DEPAP du Val-de-Marne, actuel Repère 94. Nos bases étaient les constats évidemment qu'on a fait dans cette recherche, notamment sur l'accès aux droits, la connaissance des droits, parce que pour pouvoir exercer ces droits, il faut les connaître, des jeunes de la protection de l'enfance et également des professionnels.
du manque de connaissances, en fait, des difficultés que peuvent rencontrer les jeunes en protection de l'enfant de façon spécifique. On avait aussi parmi nos piliers l'accompagnement à la formation et aux études choisies par les jeunes. Car il y a effectivement beaucoup d'orientations subies en protection de l'enfance, malheureusement. Et bien avec tout ça, on a aussi voulu apporter en fait un moyen d'émancipation pour faire grandir les possibilités. Et nous avons aussi une action pour améliorer les droits et les conditions en fait de fin de prise en charge en protection de l'enfance. Repère, c'est autant de l'action pour améliorer les choses d'un point de vue législatif, écrit, on va dire, et autant sur le terrain, parce qu'on a aussi une volonté de porter des innovations pour les enfants et les jeunes de la protection de l'enfance. Voilà pour l'esprit. Qu'en est-il de la méthode? Repère agit sur 3 axes. Oui, d'abord l'entraide grâce à des permanences d'accès aux droits ou des activités collectives. Ensuite, la sociabilité en créant du lien durable entre les jeunes via des ateliers, des sorties ou des groupes sportifs. Et enfin, le plaidoyer. Les jeunes participent à des débats institutionnels et sensibilisent le grand public. L'association organise par exemple des débats appelés les pieds dans le plat ou des ateliers théâtre pour valoriser la parole des jeunes. Et puis Repère travaille avec les professionnels du secteur. C'est important pour améliorer l'accompagnement des jeunes. Grâce à l'expertise de ces jeunes, ils aident à adapter et faire évoluer les dispositifs d'aide. Marianne Maximi, vous plaidez pour donner plus de voix aux jeunes concernés, comme le fait Repère. Que faudrait-il pour changer dans les instances éducatives pour que cette parole ait plus de place ? Il faut les écouter déjà, parce que ce que fait Repère et ce qu'a fait d'ailleurs tous les membres du comité de vigilance des enfants placés, qui ont beaucoup participé aux travaux de la commission d'enquête, c'est déjà de prendre la parole et de dire, en fait, nous, en tant que concernés, on est des experts. On sait beaucoup mieux que plein de gens qui ne connaissaient pas la protection de l'enfance, qu'il faut, ce dont on a besoin, quels sont les dispositifs à changer. Et par exemple, Repère travaille beaucoup sur les sorties d'ASE, d'aide sociale à l'enfance, qui se font de manière extrêmement brutale. Oui. Beaucoup d'enfants se retrouvent, de jeunes adultes se retrouvent à la rue du jour au lendemain. Oui, la loi l'interdit, mais elle n'est pas appliquée. Une fois passée la majorité, alors que la loi Taquet demandait un accompagnement plus long, les départements contournent cette loi systématiquement. Et donc, c'est déjà de l'entraide entre eux, mais c'est vraiment une force énorme de prise de parole et de bousculer les politiques qui souvent écoutent, mais que d'une oreille et n'en font pas grand-chose. Et franchement, leur travail, il est impressionnant, extrêmement utile, en tout cas pour moi et pour celles et ceux qui ont envie de changer et de réformer la protection de l'enfance. Merci infiniment. Merci beaucoup d'être venu nous voir aujourd'hui. Marianne Maximi, députée insoumise de la première circonscription du Puy-de-Dôme, ancienne éducatrice spécialisée, on l'aura compris, en protection de l'enfance. À très bientôt. Merci d'avoir été avec nous. Alix, on se retrouve demain. À demain. Pour un nouveau numéro de School TV Le Mag. Excellente journée en notre compagnie. Ciao.